La quotidienne vous est présentée par Microsoft. Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. On vous parle régulièrement ici de l'importance des 1000 premiers jours de l'enfant, de l'impact des traces qu'ils auront sur son développement. Mais que se passe-t-il quand une partie de ces journées se déroule dans une crèche où ils sont maltraités? Et surtout, comment est-ce possible en France en 2024? On en parle avec Victor Castanet, il est l'invité du Grand Oral. L'Anti-Sèche de Guillaume Buan. L'Anti-Sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. L'actu aujourd'hui, c'est la journée mondiale des toilettes. Le sujet peut paraître trivial, il ne l'est pas du tout. Et puis rendez-vous en fin d'émission avec Candice Anzel, conseil de famille aujourd'hui sur les chagrins d'amour des ados. La quotidienne de School TV, c'est maintenant. C'est parti, Grand Oral. Victor Castanet, bonjour. Bonjour et merci pour votre invitation. Mais merci à vous, vous êtes journaliste. Faut-il le rappeler, auteur des Fossoyeurs, retentissante enquête sur les EHPAD qui a révélé le scandale Orpea. Et vous avez publié il y a quelques semaines une non moins retentissante enquête, cette fois sur les crèches. Le livre est intitulé Les Ogres, il est publié chez Flammarion et il vise notamment, mais pas exclusivement, la société People and Baby. On va évidemment revenir sur ces défaillances, sur ces malhonnêtetés que vous avez mises à jour. Mais je veux bien qu'on commence par les conséquences sur les enfants. Alors il y a la plus médiatisée que vous racontez, le drame de Lyon, la mort atroce d'un enfant. Mais plus généralement, cette maltraitance que vous avez observée dans un certain nombre de crèches, elle a des conséquences lourdes pour plein d'enfants. Bien sûr, je raconte. Alors le drame de Lyon, c'est évidemment le fait le plus dramatique et qui a totalement bouleversé le secteur. Mais je raconte avec beaucoup de témoignages et des documents des faits de maltraitance dans un grand nombre de crèches en France. Je cite des exemples près de Lille, à Villeneuve-d'Ascq. J'ai rencontré des familles à Metz, à Lyon, à Marseille, à Paris, à Montreuil, à Bordeaux. Ce qui montre cette récurrence-là, elle dit quelque chose aussi des dysfonctionnements d'un groupe. Et il y a des situations comme le cas de Villeneuve-d'Ascq qui a donné lieu à un procès il y a peu de temps avec une condamnation de la directrice et de l'infirmière. Ce qui montre, quand ça dure comme ça pendant très longtemps, les dysfonctionnements du groupe. C'est pas de la responsabilité seulement des équipes. Système, exactement. Et ça, c'est comme ce que vous aviez fait d'ailleurs sur les EHPAD. Vous montrez que c'est des systèmes qui sont en œuvre. Vous-même, vous avez failli d'ailleurs avec votre fille, je crois. Vous la mettiez à la crèche. À un moment, vous déménagez. Vous racontez ça dans le bouquin. Oui, je raconte. À Marseille, si mes souvenirs sont bons, et vous repartez, vous l'écrivez la boule au ventre, ce qui pour un père est jamais une sensation très agréable. Alors, j'ai évidemment pas vécu le genre de maltraitance que j'ai pu décrire dans certaines crèches, mais j'ai pu ressentir des choses qu'ont ressenti à mon avis beaucoup de parents, et d'ailleurs beaucoup de parents qui m'écrivent pour me le raconter, mais le fait que vous déposez votre enfant dans une... Vous avez dû choisir une crèche privée parce qu'il n'y avait plus de place en crèche municipale. Vous n'avez pas vraiment eu tellement le choix de la crèche, vous avez pris celle où il y avait de la place. On vous a vendu quelque chose qui au final ne se révèle pas exactement la réalité. Moi, on m'avait dit qu'il y aurait des enfants de son âge, elle avait quelques mois à l'époque, je crois qu'elle avait moins d'un an, et en fait, ils ne savaient pas son âge. Donc, il n'y avait pas de petit adapté à son âge. Et surtout, très vite, je me rends compte que vous êtes face à ce qu'on appelle des volantes. C'est des professionnels qui sont là en remplacement, souvent très jeunes, qu'on ne vous a pas présentés. Donc, vous débarquez un matin, il y a une jeune fille de moins de 20 ans, donc qui ne vous a pas été présentée, et qui se retrouve avec 4-5 enfants, vous la sentez dépassée, et donc vous déposez votre fille en vous disant, bon, qu'est-ce que je fais là ? Et il faut que j'aille travailler. Je crois qu'à ce moment-là, d'ailleurs, j'écrivais Les Fossoyeurs. Il fallait que j'aille travailler. Et donc, vous y allez un peu, effectivement, la boule au ventre, pas très bien. Bon, les cas que je raconte là, c'est des cas effectivement plus graves. D'humiliation, de privation de nourriture, de coups aussi, et de griffures. Et quand vous me posiez la question des effets, parce qu'effectivement, c'est très important, il y a beaucoup de ces faits de maltraitance, c'est d'ailleurs des faits psychologiques. C'est ça. C'est les humiliations, les punitions, l'équipe qui va pas bien. Et j'ai pu détailler les conséquences sur plusieurs enfants que j'ai suivis dans une crèche à Villeneuve-d'Ascq sur 3 ans. Et ils avaient à peu près les mêmes symptômes, ce qui racontait quelque chose. Troubles anxieux, peur, notamment du noir de l'endormissement, rapport difficile aux autres, difficulté à gérer les émotions, troubles du comportement, colère, retard dans l'acquisition de la propreté. Ça fait beaucoup. Exactement, ouais. Il y avait ces mêmes symptômes. Donc, c'est des enfants. Je me rappelle avoir eu une des mères au téléphone quand j'écrivais en avril dernier. Et ça m'avait marqué. Je crois que je déposais. On était un samedi et j'allais déposer ma fille au dessin.
le samedi matin. Je déposais ma fille qui a donc 6 ans maintenant au dessin. Et elle emmenait ses 2 enfants qui avaient été dans une crèche People and Baby, les 2 chez un pédopsychiatre. Et parce qu'elle y allait tous les samedis. Et je me rendais compte là de la différence ensuite dans le développement d'un enfant quand vous avez vécu les 1000 premiers jours dans une crèche où ça se passe bien, où l'équipe vous met en confiance. Moi, ma fille, elle est légère, elle a confiance en elle, elle a une forme d'assurance qui lui permet de bien grandir. Ces enfants-là, les enfants de cette dame, oui, effectivement, ils sont anxieux, ils peuvent pas. Elle appelle la maison des portes ouvertes. Elle peut pas fermer une porte. Elle a des enfants qui sont en grande difficulté pour communiquer avec les autres et qui se retrouvent chaque semaine chez le pédopsychiatre. Bon, ça demande beaucoup d'efforts. Elle va y arriver, mais pour les sortir de ce trauma. C'est un énorme travail. Ces bébés, écrivez-vous, ont perçu le monde extérieur et en particulier les adultes comme hostiles. C'est ça aussi une des clés des traces que ça peut laisser. Parce que des adultes, ils vont en croiser dans les années qui vont suivre. Ouais, c'est vrai. Je pense que ils ont du coup un repli sur le cocon familial. Ils ont un repli sur ce cocon frère, mère, la maison, la chambre. Et donc effectivement, ils m'expliquent sont tous qu'ils ont eu beaucoup de mal après à se faire des amis et du mal avec l'autorité une fois arrivés à l'école. Soit ils ont vraiment très peur du professeur, par exemple, soit ils sont dans un jeu un peu malsain pour plaire. Et en tout cas, ça crée quelque chose, ça casse quelque chose dans la relation à l'autre. Et je crois que j'intitule le chapitre « Séquelles à vie » point d'interrogation, parce que c'est des séquelles qui peuvent durer toute la vie. Ce qui peut les sortir de là, c'est quand vous avez, et c'est le cas de plusieurs familles que j'ai rencontrées, des parents, et notamment, il faut bien le dire, des mères, qui font tout pour que leur enfant passe ça, donc ils vont en justice pour avoir la vérité, qui essayent de l'emmener chez le pédopsychiatre, qui les font parler. Il y a un travail à faire, mais il faut le faire. Il faut le faire, il faut avoir, j'allais dire, aussi le courage de le faire, parce que ce sont des traumatismes, et vous le racontez aussi, qui affectent toute la famille. C'est pas seulement, alors évidemment, il y a le bébé, j'allais dire c'est le plus grave, mais pas que. Ouais, pas que, parce que c'est des familles qui sont comme en arrêt. J'ai plusieurs familles comme ça. Elles n'attendent qu'une chose, c'est la décision de justice, pour savoir exactement ce qui s'est passé, pour connaître la vérité, pour savoir ce que leur enfant a vécu et pouvoir passer à autre chose. Et il y a dans les 9 enfants qui ont été concernés par des faits de maltraitance pendant plus d'1 an à Villeneuve-d'Ascq, il y avait toutes ces familles qui étaient comme figées en attendant cette décision de justice. Et j'ai une femme, notamment à Paris, dont la fille a été victime de faits de maltraitance et qui, comme d'autres enfants que j'ai pu voir, a eu une cassure dans la courbe de poids. Donc elle voyait concrètement les effets, même sur la santé de son enfant. Elle me dit... Je me suis arrêté de travailler. Je me suis arrêté de travailler parce qu'il fallait que je m'occupe de mon enfant, que je sorte de cette crèche, que je l'aide à aller mieux. Et donc, elle avait arrêté de travailler alors qu'elle était en train de devenir professeure, je crois. Et elle a mis un stop. Et elle m'a raconté qu'elle s'était mise à perdre des cheveux de stress. Impacts, en tout cas, absolument considérables. Bien sûr. Évidemment pour les bébés. Impact, le cas échéant, à moyen ou long terme, si on ne fait rien. Impact également dans les familles. Alors, une des explications de tous ces dysfonctionnements, toutes ces maltraitances que vous avez documentées dans le livre, à People and Baby, mais pas seulement, c'est un monde de la petite enfance qui est en souffrance. Il y a plusieurs, on ne va pas donner toutes les dates, il y a quand même une date à retenir si on doit comprendre les choses. C'est 2004, si j'ai bien compris, la politique de Christian Jacob, ministre de la Famille, qui, face au manque de berceaux, prend la décision de booster le secteur et il instaure un système de subvention, de financement aux opérateurs privés, une déduction fiscale. Et ça va générer l'explosion d'un système privé. Il y a 2 dates importantes. Il y a 2004 et 2010. 2004, c'est donc l'ouverture au privé. C'est la même histoire que les EHPAD. Il n'y a pas assez de place. Il n'y avait pas assez de place dans les maisons de retraite. Il y a une vraie lacune des pouvoirs publics. On se dit, on va laisser le privé y aller et on va l'accompagner avec des dispositifs fiscaux pour l'inciter. 2010 et donc ça, c'est l'ouverture au privé et avec très vite des groupes qui arrivent à ce moment-là, les 4 qu'on connaît d'ailleurs, la Maison Bleue, les Petits Chaperons Rouges, People and Baby et la Maison Bleue. La Maison Bleue. Et il y a ces 4 groupes qui arrivent, qui vont devenir des multinationales en moins de 20 ans. Et pour certains, avec des logiques d'optimisation des coûts que je détaille dans le livre, qui ont une incidence catastrophique sur les conditions de travail et la qualité de la prise en charge. Et 2010, pourquoi ? Pour faire très court, c'est
Il y a de plus en plus de mères qui vont ouvrir de mères M-A-I-R-E-S. Exactement. Ouais. Les crèches municipales aux opérateurs privés. Donc, ils font des appels d'offres en disant, bon, je préfère que ça soit un opérateur privé qui gère, c'est son métier, et puis ça me coûtera moins cher. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à partir de 2010, dans ces appels d'offres, ils se sont mis eux-mêmes à se concurrencer et à casser les prix pour obtenir les parts de marché. Et il y a eu des effets. Et là, ça s'est effondré. La problématique des crèches m'a saisi de manière aussi brutale que celle des EHPAD parce qu'elle raconte une fois encore la manière dont notre société traite les plus vulnérables d'entre nous. Nos bébés sont le miroir de nos aînés et inversement, écrit Victor Castanet, qu'on retrouve juste après l'anti-sèche. Guillaume Buan. Guillaume, bonjour. Bonjour Emmanuel. On ne va pas totalement quitter le sujet, puisque avec vous, dans cet anti-sèche qui fait résonner l'actualité et les enjeux éducatifs, on va aborder en ce 19 novembre la journée mondiale des toilettes. C'est aujourd'hui, sujet qui pourrait prêter à sourire, mais pas du tout. Des enjeux restent extrêmement importants en 2024, pas seulement en France, et notamment dans le milieu scolaire. Oui, les toilettes, un lieu central dans la vie de chacun. D'ailleurs, selon les objectifs du développement durable numéro 6, il faudrait, je cite, des toilettes sûres pour tout le monde d'ici à 2030. Mais nous en sommes encore bien loin. En 2022, seuls 57% de la population mondiale disposait de services d'assainissement gérés en toute sécurité. C'était quand même une hausse de 25% sur 22 ans. Toutefois, on a quand même 3,5 milliards de personnes qui vivent sans service d'assainissement, soit 419 millions qui pratiquent notamment la défécation en plein air. Les conflits, les phénomènes climatiques extrêmes ou encore les catastrophes peuvent détruire, endommager ou encore perturber tous ces systèmes. Et puis par manque de moyens, on a aussi de nombreux enfants qui sont privés tout simplement d'un environnement éducatif sain et inclusif, malgré une baisse des proportions des écoles qui sont dépourvues de services d'eau. Les écoliers, notamment des pays qui sont les moins avancés ou dans des contextes fragiles, sont tout simplement les plus touchés. D'ailleurs, selon l'UNICEF, il y a de trop nombreux enfants qui vont à l'école sans eau potable, sans toilette propre, sans savon pour se laver les mains. La pandémie de Covid a souligné et mis en avant justement tous ces problèmes. L'accès à l'eau, l'assainissement, l'hygiène est non seulement essentiel à la prévention et au contrôle efficace, notamment des infections. 2 ou 3 chiffres pour essayer de mieux comprendre. Fixer la situation. C'est l'OMS et l'UNICEF qui nous fournissent ces chiffres. À l'échelle mondiale, 29% des écoles ne disposent toujours pas donc, de services d'eau potable. 546 millions d'écoliers concernés. 28% des écoles, là aussi, n'ont pas d'assainissement de base. On a un tiers des enfants qui ne disposent pas de services de base, là encore, à l'école et qui vivent dans des pays les moins avancés. Et dans la plupart dans des contextes fragiles. Et puis l'Afrique subsaharienne et l'Océanie sont tout simplement les 2 seules régions où la couverture du service d'assainissement et d'hygiène de base à l'école reste inférieure à 50%. Il faudrait une croissance très spectaculaire de ces services de base. Il faut multiplier par 14. Voilà, à peu juste. près, tout simplement, pour qu'on puisse arriver d'ici 2030. Dans les conséquences, évidemment, des maladies. Oui, en 2022, notamment, 1000 enfants de moins de 5 ans sont morts chaque jour de fièvre diarrhétique. Ces bilans se sont alourdis avec le manque notamment d'installations sanitaires. Cela concerne 3 écoles sur 10 en 2021. Et puis dans ces écoles, on a aussi les jeunes filles qui ne disposent pas d'un local fermé avec de l'eau salubre pour tout ce qui est l'hygiène menstruelle, à tel point qu'une adolescente sur 10 en Afrique manque l'école durant ces périodes de règles. Alors l'aspect santé, mais également d'autres risques, y compris de violences physiques, psychologiques, sexuelles. Tout à fait. Une femme sur 3 qui se dit avoir été victime de violences physiques, sexuelles, mentales, et cela va durer dans le temps bien évidemment, et ce à cause des toilettes qui sont publiques, des endroits qui ne sont tout simplement pas fermés ou encore clos. Justement, en France, là aussi, c'est un sujet qui fait parler. Edith Maruet-Joule, notamment, est sociologue. Elle était présente dans le Grand JT de l'éducation. C'était le 26 juin 2023. Elle revenait sur cela. C'est la question d'avoir peur d'être enfermé, d'avoir peur qu'on vous ouvre la porte. C'est aussi la question ténue des urinoirs pour les garçons. 8 enfants sur 10, évidemment, il y a des garçons dans ce questionnaire qui disent qu'ils ne souhaitent pas utiliser les urinoirs et voir être vus à demi-nus aussi. C'est une question de pudeur. Et ça, je pense que c'est peu entendu. Et c'est d'ailleurs à cause aussi de ce manque d'intimité qu'on crée des lieux d'impunité, c'est-à-dire où l'adulte ne peut pas projeter le regard. Et si ces lieux étaient plus sujets à surveillance, ou en tout cas à surveillance, probablement il y aurait moins de dégradation, moins de gaspillage de papier toilette, moins de saleté.
Voilà, et en France, quelle est alors la situation ? On l'a évoqué, 8 élèves sur 10 qui se retiennent d'aller aux toilettes. On sait que l'Éducation nationale, il y a peu, a publié un guide d'aménagement avec de nombreuses collectivités qui se sont engagées à la rénovation des toilettes. Pourtant, l'hygiène des sanitaires, c'est ce qui est pointé du doigt par les élèves. La propreté, justement, écoutez, Catherine Jacquet, directrice générale de l'association Les Petits Citoyens. Là encore, c'était sur le plateau du Grand JT de l'Éducation. On était le 7 décembre 2022. On a fait une étude dernièrement avec Harris Interactive qui exprime aujourd'hui qu'un enfant sur deux estime que les toilettes sont sales et sentent mauvais. C'est une de leurs peurs d'aller aux toilettes. Il y en a plusieurs, mais c'est effectivement un problème d'hygiène. On ne leur donne pas forcément les outils parce que il n'y a pas de brosse pour nettoyer, il n'y a pas de papier très souvent pour s'essuyer, il n'y a rien pour se laver les mains. Donc c'est pour eux un cadre qui est assez compliqué, alors qu'on essaye à la maison en général de les éduquer autrement. Et pourtant, selon Catherine Jacquet, il existe justement des solutions pour améliorer les toilettes. Il faut tout simplement faire participer les élèves. Écoutez. Lorsque l'enfant participe à l'aménagement de ces lieux, que ce soit au niveau décoration, ils mettent en place de la musique, ils mettent en place pas mal de petites choses. Dès lors qu'ils sont responsabilisés, automatiquement, ils respectent beaucoup mieux ces lieux. Donc ça passe aussi par l'échange et le partage d'expériences et de les mettre en fait responsables de ce lieu, comme une petite brigade en fait, pour qu'ils puissent régulièrement pouvoir se sentir bien dans cet espace qu'ils ont eux-mêmes créé. Et on évoquait les urinoirs, là aussi, le manque d'intimité. Et cela revient notamment lorsqu'il y a ces sondages qui sont faits auprès de ces enfants. Donc un sujet qui peut prêter à sourire, mais comme vous l'aurez compris, c'est extrêmement important. Merci beaucoup Guillaume pour cette anti-sèche. On retrouve Victor Castanet, invité du Grand Oral. Les ogres, révélations sur le système qui maltraite nos bébés, c'est chez Flammarion. On ne voit pas Victor Castanet s'assommer de date, mais on a compris que 2004-2010, ça avait été important. C'est pour montrer la rapidité du truc. Et 2014, une réforme, celle de la prestation de service unique. Oui, qui a encore un impact. Qui a un moment très important dans le secteur. Alors je vais essayer d'être court et pédagogique parce que c'est technique, mais ça a donné lieu à plusieurs chapitres de mon livre. Il y a les dérives d'un certain nombre de groupes sur l'optimisation des coûts et, il faut le dire, des pratiques de détournement d'argent public. Il y a cette dynamique de low cost qui entraîne le secteur vers le bas, parce qu'en fait, c'est une baisse des prix de berceau, alors qu'ils devraient monter. Et ce qu'on appelle le berceau, c'est la place de crèche, pour nous en langage. Les prix ont été divisés par 3. Quand vous divisez les prix, vous ne pouvez pas faire être au même niveau de qualité, avoir le même nombre d'effectifs. C'est très simple. Et la troisième chose, c'est le mode de financement. En fait, c'est un mode de financement très technique qui, en gros, pour résumer, c'est comme à l'hôpital, la T2A. C'est un service à l'activité à l'heure, avec un calcul à l'heure. Pour, en fait... Ça a été pensé par Bercy et par l'administration pour optimiser au mieux l'utilisation de l'argent public. Sauf que la conséquence de ça, c'est l'administration pousse les opérateurs à optimiser en permanence leur taux d'occupation. Et donc, vous allez, dès qu'il y a une absence, remplacer. Et donc, c'est comme ça que le nombre d'enfants dans les crèches va doubler. Et donc, il y a beaucoup plus d'enfants à gérer par le personnel, le même nombre de personnel. Et donc, il y a une sorte d'aller-retour permanence, de va-et-vient. Et c'est très difficile, donc, du coup, de faire un suivi pédagogique pendant toute l'année de manière stable. Et ça, c'est le cercle vicieux que vous décrivez. Augmentation des effectifs, dégradation des conditions de travail, turnover élevé, nouvelle dégradation de la qualité d'accueil, répercussions sur le bien-être et l'épanouissement des enfants. Le tout sur fond de financiarisation de ce secteur. Anticor vient de porter plainte, la célèbre association de lutte contre la corruption. Oui, Anticor a porté plainte mardi contre le groupe People & Baby. Et l'argument, c'est de dire détournement d'argent public. Pour détournement d'argent public et pour des faits potentiels d'abus de biens sociaux. Ce qui est intéressant de voir avec ce cas, c'est que ça fait 2 mois que le livre est sorti maintenant. Moi, je ne peux jamais maîtriser l'impact médiatique et sociétal de mes enquêtes. Je ne suis pas devin, je ne peux pas maîtriser ça. On va commencer après le secteur des retraités suite des crèches. Ils étaient affolés que vous arriviez vous raconter ça. C'est d'ailleurs à hurler de rire. On ne sait pas comment vous avez accès aux boucles Telegram de tous ces gens-là. Mais en fait, vous suivez en temps réel, quasiment, la manière dont tout ce lobby, parce que c'est un lobby, essaye de vous faire taire.
Exactement, j'avais des sources un peu Oui, partout. voilà, des bonnes sources. Et donc, dès qu'ils réagissaient, dès qu'ils essayaient d'intervenir pour limiter l'impact de l'enquête, j'étais vous saviez avant. Informé en permanence. Ouais. Pardon, je vous ai interrompu. Vous étiez en train de dire que vous ne pouviez pas anticiper l'effet de vos bouquins. Oui, il y a une chose que je peux anticiper, c'est sur l'impact judiciaire. C'est-à-dire que quand je sors un livre après 3 ans d'enquête, j'ai assez d'éléments, de témoignages à haut niveau, de documents qui montrent des faits répréhensibles. Il y a, chez People and Baby, on dépassait la capacité réglementaire des établissements. On faisait des fausses déclarations d'heures de présence de bébé pour toucher plus d'argent public. On faisait bosser les équipes... Fausse déclaration, c'est la même dame qui dit je suis à tel endroit et en même temps à tel autre, etc. Donc tant qu'on ne croise pas les fichiers, ça passe. Le jour où on les croise, on se dit... Exactement. Et les fausses déclarations, c'est aussi... les heures de présence de bébé, c'est pour toucher plus de dotation publique, on rajoute des après-midi par-ci. Tiens, le petit Timéo, il n'était pas là mercredi. Sofiane était là. Tu peux me le rajouter. Et c'est comme ça qu'on touche plus d'argent public. Bon, il y a plein de faits comme ça dans ce livre qui sont décrits et détaillés. Et comme Orpea, j'avais peu de doute sur le fait que l'État allait pas prendre ça pour argent comptant, mais allait se dire quand même, ça concerne nos enfants et l'argent public. On va réagir, faire une enquête IGAS, IGF par Bercy et potentiellement déposer une plainte. Il s'est rien passé. Au niveau gouvernemental, parce que les politiques ont réagi à côté, mais au niveau gouvernemental. Et donc, c'est la société civile qui s'organise et qui se dit, on ne peut pas laisser passer ça. Il ne s'est rien passé au niveau gouvernemental, y compris avec une proximité que vous décrivez entre Aurore Berger, ministre à l'époque, et la Fédération des crèches. Tout ce beau monde se parle et se met quand même plutôt d'accord. Et puis, un cas qui est très connu dans la profession. Il y a un des responsables de cette fédération qui dit à un moment donné, non, j'assume pas les dérives de People, c'est notre ligne rouge. Donc ils savent très bien ce que fait le mouton noir à l'intérieur du truc. Et ils disent rien. Ils savent très bien, ils disent rien parce que depuis des années, ils ont peur que ce scandale puisse entacher l'ensemble de la profession. Donc ils ont laissé un acteur, en vrai, dériver et dégrader l'ensemble du secteur. Parce que c'est quoi les conséquences de People, du fonctionnement de People and Baby ? C'est qu'il y a un grand nombre de professionnels de la petite enfance qui se sont retrouvés dégoûtés par le métier. Et donc, ils partent. Et il y a une crise aujourd'hui de recrutement monstrueuse. De recrutement, comme dans les EHPAD. Et ils se rendent compte, vous avez dans les cursus ceux qui font vœu de travailler dans le secteur de la petite enfance. Les admissions, les candidatures dans ces secteurs-là, depuis 4 ans, ont baissé de 30%. Mais on peut pas... Une profession qui est en grève aujourd'hui, on peut quand même le signaler d'ailleurs, on est dans l'actu. Qui est en grève, effectivement. Parce que c'est vraiment une profession qui va mal. Et vous l'avez dit en introduction de cette émission, c'est pas un livre contre des personnes, et encore moins contre des personnes qui essayent de s'occuper des bébés. C'est vraiment le procès d'un système. Oui, avec quand même quelques individus qui sont responsables. Bien sûr, ceux qui ont mis en place le système, et c'est un système qui a des incidences sur la qualité de la prise en charge des enfants, et aussi et surtout sur les conditions de travail des salariés de ce secteur. J'en ai rencontré beaucoup, mais très récemment, là, j'ai encore des témoignages, et j'en ai rencontré la semaine dernière. Qu'est-ce qu'elles me racontent, ces femmes ? Qu'elles sont passionnées par leur métier, mais qu'elles sont prises dans des logiques industrielles de plus en plus violentes et que leurs salaires sont tellement faibles, elles sont entre 1350 et 1500 euros net pour des auxiliaires de puériculture. Et aujourd'hui, avec l'inflation, à la fin du mois, chaque mois, elles sont à découvert. Et donc, elles rêvent de continuer à travailler dans ce secteur, mais elles me disent, on ne peut plus. Métier passion, ce dont abuse, si je me souviens bien, de manière éhontée, le patron de People and Baby en disant elles adorent faire ça et hors de question qu'on les paye mieux. Ouais, il y a eu dans plusieurs discussions avec les services RH de People and Baby à plusieurs époques cette idée que c'est un métier de sens, on n'a pas besoin d'avoir l'argent. Pas la peine d'améliorer tellement leurs conditions de travail et leur salaire parce que de toute façon elles font ça par passion et pas par argent. Il faut quand même pouvoir gagner sa vie pour pouvoir payer son loyer. On a essayé dans cette émission d'en dire le plus possible, mais lisez Les Ogres, parce qu'il y en a encore beaucoup plus dans le bouquin. C'est une enquête extraordinairement documentée, extraordinairement fouillée, extrêmement vivante aussi, écrite de manière très punchy. Il y a des cliffhangers à la fin de chaque chapitre. On le lit comme un thriller quasiment. Et on peut relire aussi Les Fossoyeurs, qui était porté sur les EHPAD. Mais là, vraiment, Les Ogres, ouvrage absolument passionnant qui vient de sortir chez Flammarion. Vous restez, Victor, si vous voulez bien, avec chez nous. Plaisir. On va voir comment ils grandissent un peu. Ils viennent ados, ils tombent amoureux. Et puis parfois... Ça se passe mal. Candice, bonjour. Bonjour. Conseil de famille. Aujourd'hui, vous avez de la suite dans les idées. La semaine dernière, on avait parlé, vous nous aviez parlé du fait d'être couple quand on est adolescent, bien plus qu'une simple amourette. Parfois, ça se termine mal. Et comment on accompagne les chagrins d'amour des ados ?
Alors, spoiler alerte, pas en riant déjà. En général, voilà, même si certaines scènes, hein, on va pas se mentir, sont parfois un peu objectivement drôles. Votre ado qui d'habitude si énergique se transforme en burrito géant englué dans sa couverture, qui vous dit du haut de ses 13 ans avec un regard évidemment digne d'un personnage de tragédie grecque que pour lui l'amour c'est terminé à partir de maintenant. C'est un peu marrant quand même. Ouais, c'est quand même pas simple de réagir sans aggraver la situation. Allez, première chose à faire. Alors déjà la règle d'or c'est on écoute et on se marre pas. Voilà, et de ne surtout pas minimiser ce que votre ado ressent. En même temps, s'il se sent triste parce qu'il n'a pas reçu de réponse à son message depuis 2 heures et que vous trouvez ça ridicule, vous ne riez pas. Parce que pour lui, c'est un drame absolu. Réellement, à ce stade, sachez que même un message laissé en vue peut être une trahison digne de Game of Thrones, en fait. D'accord. Donc, la clé, c'est de trouver l'équilibre. Donc, être là, mais pas trop. Un peu, en fait, comme ce pot de cornichon dans le frigo, rassurant par sa présence, mais qui s'est resté discret quand même sur le côté et qui s'avère fortement utile lors des soirées de raclette. Ça, c'est bien, donc, certes, les ados réclament leur espace, mais ils ont aussi besoin de savoir que nous, on est là vraiment au cas où le monde s'effondrerait littéralement, ou émotionnellement d'ailleurs. Donc, en gros, il faut rester disponible, mais éviter de débarquer dans leur chambre avec un air d'agent secret en leur demandant des détails. On écoute, on compatit, on conseille discrètement et on garde en tête de toute manière que les cris et les larmes, c'est des passages obligés. Hein. Vous avez quelques phrases magiques à suggérer aux parents? Alors surtout, évitez les phrases toutes faites. Donc résistez évidemment à l'envie de sortir les classiques. T'en fais pas, oh, il y en aura d'autres, une de perdue, 10 de retrouvée. Bon, c'était pas le grand amour de toute manière. Oh, tu sais, moi, à ton âge, ça me rappelle vraiment mes chagrins. Ouais. Alors, non seulement ça risque de provoquer un regard noir, vous savez, le regard noir qu'on connaît tous qui dit non mais franchement, tu me comprends pas. Et en plus, ça va ne soulager absolument personne. Donc, pour eux, à ce moment précis, c'est réellement une catastrophe, un drame. Donc, il vaut mieux valider cette peine et simplement dire, écoute, je comprends que tu sois triste, si tu veux en parler ou si tu as besoin de moi, je suis disponible pour toi. Donc, contentez-vous d'être disponible comme une boîte de mouchoirs, prête à intervenir. Le pot de cornichon et la boîte de mouchoirs. Si nécessaire. Très imagé aujourd'hui. Oui, j'avais envie. Ouais, pas mal. Et même, vous pouvez offrir un chocolat chaud, parce que le chocolat chaud, c'est réconfortant. Et surtout, un espace d'écoute, évidemment, sans forcer la conversation. Ok, mais ça, c'est sympa, Candice, mais parfois, ils n'ont pas envie de parler. Ben oui. Et on fait comment alors on peut, par exemple, lui proposer des distractions pour se changer les idées. D'accord. D'autant que les ruptures amoureuses, surtout lors des histoires longues, elles peuvent laisser un ado complètement désorienté, surtout si une grande partie de son identité était liée finalement à son couple. Donc rappelez-lui qu'il est une personne entière, avec des passions, des talents, des rêves qui n'ont rien à voir avec cette relation perdue. Donc proposez-lui, par exemple, de se replonger dans des activités qui lui apportent de la joie, ou d'essayer même quelque chose de nouveau, pourquoi pas. Ça peut l'aider à se reconstruire et à reprendre confiance en lui. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que notre rôle de parents, c'est vraiment de donner de la place à cette douleur, tout en rappelant à nos ados, subtilement évidemment, que la vie continue. Donc montrer qu'il est possible de rebondir sans jamais banaliser ce que l'ado traverse. Donc c'est l'aider finalement à entrevoir l'après. Donc, car après tout, même le plus fort des chagrins d'amour finit toujours par se diluer, laissant place à de nouvelles expériences, évidemment. Ça. Mais oui, heureusement, à de nouvelles rencontres et qui sait, à de nouveaux amours. Oui, vous n'avez pas pu vous empêcher un de perdu. Candice, merci beaucoup. Victor, merci beaucoup de nous avoir rendu visite sur le plateau de La Quotidienne. Peut-être qu'on vous retrouve dans quelques semaines parce qu'il y a une proposition de loi qui va arriver sur le bureau de l'Assemblée nationale. Oui, alors il y a un certain nombre de députés qui se mobilisent sur le sujet, à défaut du gouvernement. Et le Parti socialiste, par la voix de Céline Hervieux, de la députée Céline Hervieux, a réussi à faire passer une proposition de loi qui va être débattue le 12 décembre prochain. Et donc ça va être un moment important pour essayer d'encadrer un certain nombre de dérives du secteur. Et qui sont extrêmement nombreuses, passionnantes, vigoureuses, implacables enquête, Les Ogres, Victor Castanet. C'est une enquête qui est publiée chez Flammarion et que je vous invite vivement à lire. C'est en plus, je suis désolé de le dire sur un sujet comme ça, un plaisir de lecture. Enfin voilà, c'est un moment incroyable. Merci. Merci Victor, merci Candice, merci toute l'équipe, à savoir Marine Plantec, Dylan Coller, à la préparation de l'émission, qui sont en régie aujourd'hui avec Alexis Oustabassis au son, Xavier Sanchez à la réalisation. C'était Laure Rodemont au maquillage. Vous restez sur School TV, vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux. La Quotidienne vous a été